Débranche ta mère. Tels furent les mots hurlés par ma belle-mère, alors que ma propre mère luttait pour sa vie. Mon mari, lui, se contentait de sourire face à ma souffrance. Mais 3 mots murmurés par ma mère suffirent à leur glacer le sang. Dans une ruelle étroite de Belleville, à Paris, vivait Amélie Dubois. Elle n'avait pas grandi dans une grande maison. Elle n'était pas habituée aux lits douillets, aux dîners coûteux ou aux chambres fraîches climatisées. Ce qu'elle connaissait, c'était le bruit de la machine à coudre aux petites heures du matin, l'odeur du riz fraîchement cuit qu'on divisait en 2 même s'il n'y en avait pas assez, et la voix de sa mère qui s'efforçait de rendre chaque jour joyeux, malgré une fatigue évidente. Sa mère, Colette Dubois, était une ancienne couturière du Sentier. On la connaissait sous le nom de Madame Colette, une femme qui ne refusait jamais un travail. Même lorsque son dos la faisait souffrir, même lorsque ses doigts s'engourdissaient à force de coudre des jupes, des uniformes, des rideaux et tout ce que les voisins lui demandaient. Dès son plus jeune âge, Amélie avait appris que toutes les mères ne se reposaient pas la nuit. La sienne était encore plus active lorsque tout le monde dormait. « Maman va te coucher », lui avait dit un jour Amélie, alors âgée de 10 ans, allongée sur son matelas, observant le dos de sa mère courbé sur la machine à coudre. Colette s'était contentée de sourire malgré ses yeux rougis. « J'ai presque fini, ma chérie. Quand maman aura terminé, on aura de quoi acheter ton déjeuner pour demain. Je n'ai pas besoin de déjeuner. Juste de l'eau. » Le pied de Colette cessa de pédaler. Elle se tourna vers Amélie et força un sourire. « Ne dis pas ça. Tu es ma fille. Tant que je respirerai, je ne te laisserai jamais aller à l'école le ventre vide. » C'est ainsi qu'Amélie a grandi, dans un amour qui n'était pas luxueux, mais qui n'a jamais manqué. Elle n'avait pas bien connu son père. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était parti quand elle avait 5 ans, après avoir sombré dans le jeu. Certaines nuits, elle entendait sa mère pleurer dans la cuisine, tenant une vieille photo de mariage. Mais le lendemain, c'était comme si rien ne s'était passé. Colette souriait à nouveau en lui servant un œuf dur et en lui disant « Mange bien. Tu deviendras quelqu'un d'exceptionnel un jour. » Du primaire à l'université, Amélie a porté cette promesse. Elle a étudié avec acharnement. Tandis que les autres étudiants révisaient dans les cafés, elle était au marché le week-end, aidant à vendre les ouvrages de sa mère. Pendant que les autres avaient de nouvelles chaussures à chaque rentrée, elle savait recoudre les siennes. Elle n'était pas envieuse, mais elle a appris à rêver en silence. Grâce à une bourse et aux sacrifices incessants de Colette, Amélie obtint son diplôme en comptabilité. Le jour de la remise des diplômes, Colette était assise tout au fond de l'auditorium, vêtue d'une vieille robe qu'elle avait elle-même cousue. Elle tenait un petit mouchoir qu'elle pressait sans cesse contre ses yeux. Lorsque le nom d'Amélie fut appelé, Colette se leva, malgré les réprimandes d'un placeur. « C'est ma fille, dit-elle doucement, la voix tremblante. « C'est ma fille. » Dès qu'Amélie descendit de la scène, elle serra sa mère dans ses bras. « Maman, c'est fini. Tu n'auras plus à travailler autant. » Colette sanglota sur son épaule. « Ce n'est pas fini, ma chérie. Ce n'est que le début. Mais merci. Merci de ne pas avoir gâché nos efforts. » Quelques mois après son diplôme, Amélie fut embauchée comme comptable junior au groupe de La Roche, une société renommée dans l'immobilier et la logistique. Dès son premier jour, elle sentit le fossé qui séparait son monde de celui dans lequel elle entrait. Des sols brillants, un parfum de luxe dans le hall, et des gens qui passaient sans jamais avoir à se soucier du prix d'un ticket de métro, d'un loyer ou de médicaments. C'est là qu'elle vit pour la première fois Antoine de La Roche, le fils unique du propriétaire. Grand, souriant, doué pour la conversation. Pour les employés, il était le patron idéal. Respectueux, charmant et accessible. Mais pour Amélie, il n'était qu'un homme dont le monde était bien trop élevé pour elle. Un après-midi, alors qu'Amélie portait une épaisse pile de rapports financiers, elle fut bousculée par un collègue pressé dans le couloir. Les papiers se répandirent sur le sol. « Oh, pardon, » dit le collègue, mais il s'empressa de partir. Amélie s'accroupit pour ramasser les feuilles. Soudain, une main l'aida. « On ne devrait pas abandonner quelqu'un qu'on a bousculé, » dit une voix masculine. Quand elle leva les yeux, c'était Antoine. « Monsieur de La Roche, » dit-elle, surprise. « Laissez-moi faire. »« Merci. » Il sourit. « Amélie, c'est bien ça? Vous êtes la nouvelle comptable? »« Oui, monsieur. »« Antoine, s'il vous plaît. » Le monsieur me met mal à l'aise. Amélie ne sut quoi répondre. Elle était habituée à la distance entre les riches et les pauvres, à baisser la tête quand un supérieur lui parlait. À partir de ce jour,
Ils commencèrent à se parler souvent. D'abord, uniquement de travail. Puis, de la vie. Antoine apprit qu'Amélie vivait seule avec sa mère. Amélie apprit que le père d'Antoine, Monsieur Charles de la Roche, était décédé, et que sa mère, Madame Élisabeth de la Roche, était la véritable détentrice du pouvoir dans la famille et l'entreprise. « Maman est stricte », lui confia un jour Antoine à la cafétéria. « Mais elle est gentille quand on la connaît. » Amélie sourit. « Je suppose que toutes les mères ont une part de rigueur. Et vous, vous êtes proche de votre mère ?» Le visage d'Amélie s'adoucit. « Elle est toute ma vie. » Peu de temps après, Antoine se rapprocha d'Amélie. Il la raccompagnait parfois jusqu'au métro, lui apportait un café quand elle faisait des heures supplémentaires et lui faisait livrer à déjeuner quand il savait qu'elle n'avait pas eu le temps. Au sein de l'entreprise, les rumeurs allaient bon train. Il y avait des jalouses, des médisants, et ceux qui disaient qu'il était impossible qu'un de la Roche prenne au sérieux une femme comme elle. L'une des premières à manifester son mécontentement fut Isabelle Moreau, l'ancienne petite amie d'Antoine et fille d'un riche fournisseur du groupe de la Roche. Un jour, elle croisa Amélie aux toilettes et la toisa de la tête aux pieds. « Vous êtes douée, vous, » dit Isabelle en appliquant son rouge à lèvres. « L'air de rien, mais vous visez haut. » Amélie ne répondit pas tout de suite. Elle se lava les mains. Isabelle ajouta « Faites attention. Dans le monde où vous essayez d'entrer, la gentillesse ne suffit pas. Parfois, les femmes qui rêvent trop se font dévorer toutes crues. » Amélie la regarda calmement dans le miroir. « Je ne rêve pas de ce qui ne m'appartient pas. Je ne fais que mon travail. » Isabelle eut un sourire narquois. « On verra bien. » Le jour où Antoine présenta Amélie à Madame Élisabeth, Amélie ressentit pour la première fois la véritable froideur du monde dans lequel elle était entrée. La rencontre eut lieu dans l'hôtel particulier des de la Roche à Neuilly-sur-Seine. Le parc était vaste, le portail imposant, et l'intérieur ressemblait à un musée silencieux. Des tableaux de maîtres, des lustres en cristal et des meubles qui valaient probablement plus que toute la maison qu'elle partageait avec Colette. Madame Élisabeth était assise à une longue table de salle à manger, portant un collier de perles et une robe couleur bordeaux. À côté d'elle se trouvait Vincent Leclerc, le cousin d'Antoine et l'avocat de la famille. Isabelle était également présente, feignant la surprise en voyant Amélie. « Alors, c'est vous, Amélie ?» dit Madame Élisabeth sans l'ombre d'un sourire. « Oui, madame, » répondit poliment Amélie. « On dit que vous êtes comptable dans notre entreprise ?»« Oui, madame. »« Et votre mère ?» Amélie se raidit légèrement. Elle était couturière. Maintenant elle se repose. Sa santé est fragile. Vincent s'éclaircit la gorge, comme pour réprimer un rire. Isabelle baissa la tête pour cacher son sourire suffisant. Madame Élisabeth posa lentement son verre. « Antoine, tu ne m'avais pas dit que mademoiselle Dubois avait de si lourdes responsabilités. »« Maman » la reprit doucement Antoine. « Quoi ?»« Je ne fais que poser une question. » Elle se tourna vers Amélie. « La vie doit être difficile, n'est-ce pas? Surtout quand on a un parent malade. » Amélie se tourna vers Antoine, espérant qu'il la défende. Mais il se contenta d'un sourire gêné. « Amélie est très travailleuse. C'est pour ça que je l'apprécie. »« Tu l'apprécies maintenant ?» rétorqua Madame Élisabeth. Mais la pitié, Antoine, ça ne s'épouse pas. Ce fut comme si on lui avait versé un seau d'eau glacée dessus. Elle voulut se lever et partir, mais elle se souvint du conseil de sa mère. Ne laisse jamais l'impolitesse des autres te faire perdre le respect de toi-même. Elle força donc un sourire. Je vous prie de m'excuser si je ne viens pas d'une famille comme la vôtre, mais ma mère n'est pas un fardeau. C'est grâce à elle que j'ai appris à me tenir debout. Lasniu. Un silence glacial s'installa à table. Après cette soirée, Antoine dit à Amélie de ne pas prendre à cœur les paroles de sa mère. « Maman est comme ça, c'est tout, » expliqua-t-il dans la voiture. « Mais elle s'habituera à toi. »« Antoine » demanda-t-elle doucement. « As-tu honte de mes origines ?» Il la regarda. « Non, bien sûr que non. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu ?» Antoine serra le volant. « Je ne voulais pas envenimer les choses. Si j'avais répondu à maman, elle se serait encore plus acharnée sur toi. » Amélie accepta cette explication, malgré la douleur. Elle aimait Antoine, croyant qu'au-delà de sa peur envers sa mère se cachait une bonté sincère, et être aussi parce qu'elle était fatiguée de se battre seule dans la vie. 1 an plus tard, Antoine se battit pour qu'il puisse se marier. Ou du moins, c'est ce qu'Amélie crut. Le mariage fut petit, élégant, mais Amélie sentait que la famille du marié n'était pas vraiment heureuse. Colette,
malgré sa santé fragile, était présente, tenant un petit chapelet. Avant de conduire Amélie à l'hôtel, elle lui prit la main. « Ma chérie, » murmura Colette, « le mariage ce n'est pas seulement de l'amour, il doit y avoir du respect. Si ce respect disparaît, ne te perds pas toi-même. » Amélie la serra dans ses bras. « Maman, tout ira bien. » Mais après le mariage, Amélie commença à voir les fissures. Antoine rentrait souvent tard le soir. Quand elle lui posait des questions, il répondait « Réunion ». Quand Colette avait besoin d'argent pour un examen médical, il fronçait les sourcils. « Amélie, nos dépenses ne sont pas négligeables, » dit-il un jour à table. « Je sais, Antoine, mais ce sont les médicaments de maman. Je ne dis pas de ne pas l'aider. Mais il y a des limites. » Amélie s'arrêta. « Des limites. » Madame Élisabeth apparut derrière eux. Elle écoutait depuis un moment. « Mon fils a raison. Tu as un mari maintenant, Amélie. Ton monde ne devrait plus tourner autour de ta mère. » Amélie se leva. Elle était tout ce que j'avais avant Antoine. « Et maintenant tu as un de la roche, Amélie. Apprends à choisir. » Antoine ne dit rien. Et ce fut le plus douloureux. Pas les insultes de Madame Élisabeth, mais le silence de son mari, celui qui aurait dû être son allié. Pendant ce temps, dans leur petit appartement de Belleville, l'état de Colette empirait. Elle était souvent essoufflée, ses pieds enflaient et elle avait du mal à dormir. C'est Monsieur Albert, leur voisin, un ancien gardien de sécurité, qui l'emmenait souvent au centre de santé quand Amélie était au travail. « Ma petite, ne t'inquiète pas pour la maison. Je veillerai dessus quand tu n'es pas là. »« Merci, Monsieur Albert, » répondit Amélie, retenant ses larmes. « Je ne sais plus comment me diviser en deux. C'est le lot des bons enfants. Mais souviens-toi, même le bois le plus solide finit par casser sous un poids trop lourd. » À l'hôpital, Amélie rencontra Chloé Martin, une jeune infirmière toujours attentionnée envers Colette. Quand Amélie ne pouvait pas rester veillée parce qu'elle devait travailler, c'était Chloé qui, discrètement, lui apportait une couverture supplémentaire, lui donnait à boire à l'heure et disait « Madame Amélie, asseyez-vous un peu. Vous n'êtes pas une machine. » « Je ne peux pas. Si je m'arrête, j'ai l'impression que quelque chose va s'effondrer. » Un soir, après une série d'examens sur Colette, le docteur Julien Fournier sortit de la chambre, le visage grave. « Madame de la Roche, » dit-il à Amélie, « nous devons surveiller de très près le cœur et les reins de votre mère. Ce n'est pas une simple fatigue. » Les mains d'Amélie devinrent glacées. « Docteur, va-t-elle guérir? Nous pouvons encore agir si le traitement est continu. Mais cela demande du temps, de l'argent et le soutien de la famille. » Amélie s'affaissa. Du temps, de l'argent, du soutien, 3 choses qui commençaient à lui manquer cruellement. Le soir même, elle appela Antoine. « Antoine, j'aurais besoin d'aide. Maman doit passer de nouveaux tests. » Il y eut un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Puis un soupir. « Combien encore ?» Amélie ferma les yeux. « Pas encore, Antoine. C'est ma mère. »« Je sais, mais, Amélie, ce n'est pas notre responsabilité à vie. » Quelque chose se brisa en elle. Elle ne put répondre immédiatement. À l'arrière-plan, elle entendit la voix faible de Madame Élisabeth. « Dis-lui d'apprendre à faire ses choix en tant qu'épouse. » Une larme coula sur la joue d'Amélie, alors qu'elle tenait le téléphone dans le couloir de l'hôpital. « Antoine, » murmura-t-elle. « Si c'était ta mère dans cette situation, dirais-tu la même chose ?» Son mari ne répondit pas. Elle raccrocha et retourna lentement dans la chambre de Colette. Sa mère était allongée, pâle, mais elle s'efforçait de sourire. « C'était Antoine ?» demanda Colette. Amélie hocha la tête, essuyant rapidement sa larme. « Oui, maman. Tout va bien. Je vais m'en occuper. » Colette prit la main de sa fille. La poigne était faible, mais Amélie sentit la chaleur de son amour. « Ma chérie, toutes les grandes maisons ne sont pas des foyers, et tous ceux qui te promettent de t'aimer ne savent pas être là quand la vie devient lourde. » Amélie pleura, mais en silence. Elle ne voulait pas que sa mère voie à quel point elle était brisée à l'intérieur. Cette nuit-là, assise au chevet de Colette, sa vision de son propre mariage commença à changer. Elle avait cru que l'amour suffisait à unir 2 mondes différents. Mais en regardant sa mère, qui avait sacrifié toute sa vie pour elle, et en se souvenant de son mari, incapable de la défendre, elle comprit peu à peu que certaines relations n'étaient pas des foyers, mais des prisons qui vous faisaient lentement oublier qui vous étiez. Amélie ne savait pas encore à quel point la famille de la Roche était malveillante. Elle ne savait pas que les insultes de Madame Élisabeth cachaient un secret.
Elle ne savait pas que les documents qu'elle tenait chaque jour entre ses mains à l'entreprise seraient bientôt utilisés contre elle. Tout ce qu'elle savait cette nuit-là, c'est qu'elle devait survivre pour sa mère. Elle devait être forte, car dans un monde rempli de gens prêts à l'écraser, Colette avait été la première à croire en elle. Et en serrant la main de sa mère, elle fit une promesse silencieuse. « Maman, murmura-t-elle, tant que tu respireras, je me battrai, même si je dois rester seule. » Cette nuit-là à l'hôpital, alors qu'Amélie tenait la main froide de sa mère, sa promesse résonnait dans son esprit. « Maman, tant que tu respireras, je me battrai, même si je dois rester seule. » Elle ne savait pas où elle trouverait la force le lendemain. Elle ne savait pas comment elle ferait face au travail, aux factures de l'hôpital, à un mari distant et à une belle-mère qui semblait prendre plaisir à la voir sombrer. Mais en regardant le visage de Colette, la femme qui avait passé des nuits blanches pour qu'elle ait de quoi déjeuner le lendemain, Amélie comprit qu'elle ne pouvait pas abandonner. Le lendemain matin, elle ne rentra pas à l'hôtel particulier. Elle se rendit directement au siège du groupe de La Roche, portant toujours le même chemisier que la veille. Légèrement froissé, il sentait l'hôpital et la fatigue. Dans l'ascenseur, plusieurs employés la dévisagèrent, mais elle n'y prêta pas attention. Dans une main, elle tenait la liste des examens de laboratoire à payer pour Colette. Dans l'autre, le vieux chapelet de sa mère. En arrivant au service comptabilité, elle fut accueillie par Laurent Bernard, l'auditeur senior, connu pour son silence et son regard perçant. C'était un homme d'un certain âge, avec des lunettes, et toujours en possession d'un épais carnet qu'il ne prêtait à personne. « Amélie » appela-t-il en remarquant sa pâleur. « Vous n'êtes pas rentrée chez vous ? » « Je viens de l'hôpital, monsieur Bernard. » L'homme ne posa pas plus de questions. Il savait qu'il y a des fatigues qui n'ont pas besoin d'explication. Il lui tendit un petit gobelet de café chaud de la cafétéria. « Buvez ça. Vous risquez de vous effondrer avant la fin de la journée. » Amélie esquissa un sourire forcé. « Merci. » Assise à son bureau, elle remarqua un nouveau dossier sur sa table. Personne n'avait laissé de nom, mais un post-it était collé dessus, urgent pour signature et consolidation. Elle l'ouvrit et découvrit plusieurs récapitulatifs de décaissement, des approbations de remboursement et des registres de paiement de fournisseurs qui ne lui étaient pas familiers. Certains documents portaient son nom en tant que comptable de révision, alors qu'elle n'avait aucun souvenir de les avoir traités. Elle fronça les sourcils. « Monsieur Bernard » appela-t-elle doucement. Le vieil homme s'approcha. « Oui, ceci. Je ne pense pas avoir validé ces documents, mais mon nom y figure. » Laurent examina les papiers. Son expression ne changea pas, mais sa mâchoire se contracta légèrement. « D'où vient ce dossier ? » ?»« Je ne sais pas. Il était sur mon bureau quand je suis arrivée. » Laurent referma lentement le dossier. « Ne signez rien pour l'instant. Y a-t-il un problème ? » Il jeta un coup d'œil autour de lui avant de se pencher un peu. « Depuis quelques mois, je remarque des choses étranges dans les comptes. Des fournisseurs payés plusieurs fois. Des fonds de projet qui ne correspondent pas aux dépenses réelles, et des écritures qui semblent être transférées vers votre service pour faire passer ça pour des liquidations régulières. » La nuque d'Amélie se glaça. « Vous voulez dire que… » ?»« Je ne peux rien affirmer pour l'instant, » répondit Laurent. « Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous signez ça sans comprendre, vous pourriez vous retrouver dans une situation très compliquée. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la porte vitrée du service s'ouvrit. Antoine entra, impeccable dans son costume bleu marine. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui, la veille, lui avait froidement dit qu'il n'était pas responsable de sa mère à vie. Il était suivi de Vincent Leclerc, souriant mais avec un regard scrutateur. « Amélie » appela Antoine. « On peut se parler ?» Amélie se leva, s'efforçant de rester calme malgré ses genoux tremblants. Dans la petite salle de conférence, Antoine s'assit en face d'elle tandis que Vincent restait debout sur le côté, tel un garde veillant sur chaque mot. « Comment va Madame Colette ?» demanda Antoine, mais sa voix manquait de chaleur. « Elle est toujours à l'hôpital. Elle a besoin de passer des examens. Je te l'ai dit hier soir. » Antoine hocha la tête et détourna le regard. « À ce sujet, j'ai parlé à maman. » Amélie cligna des yeux. « Madame Elisabeth. »« Je suis ta femme, Amélie. Il est normal que ma famille soit impliquée. Mais c'est ma mère qui est malade, Antoine. » Vincent intervint. « Précisément. C'est pourquoi nous devons gérer les choses de manière pratique. Les émotions peuvent obscurcir le jugement. » Amélie le fusilla du regard. « Ce n'est pas une réunion d'affaires.
C'est de la vie de ma mère dont il s'agit. Vincent sourit. Et de l'argent aussi, Amélie. Beaucoup d'argent. Antoine prit une profonde inspiration et poussa un autre dossier vers elle. Nous pouvons aider. Maman a dit que nous pouvions débloquer un prêt personnel à mon nom pour l'hôpital. Un bref espoir naquit en Amélie. Vraiment? Oui, répondit Antoine. Mais tu dois aussi aider l'entreprise. Il y a juste quelques documents que tu dois signer. Une simple formalité pour accélérer le processus d'audit. C'est alors que les mots de Laurent lui revinrent à l'esprit. Ne signez rien. Elle prit le dossier et le parcourut rapidement. Il contenait plusieurs documents attestant qu'elle avait approuvé la libération de certains fonds. Certains étaient datés de jours où elle était à l'hôpital, absente du travail. « Antoine, dit-elle doucement. Ce n'est pas moi qui ai validé ça. C'est juste une formalité, répéta-t-il. Ma signature n'est pas une formalité. Le sourire de Vincent s'effaça légèrement. Amélie, ne vous compliquez pas la vie. Vous avez besoin d'argent pour votre mère. Nous avons besoin de documents en règle. Nous avons tous les deux quelque chose à y gagner. Amélie regarda son mari. Sais-tu ce qu'il y a dans ce dossier? Antoine ne répondit pas immédiatement. C'est là qu'elle eut sa réponse. Elle se leva. Je ne signerai pas. Antoine jura à voix basse. Amélie, ne sois pas têtue. Têtue? Ses larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Vous me demandez de signer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Antoine s'approcha d'elle et baissa la voix. Veux-tu aider ta mère? Oui ou non? C'était comme si un couteau s'enfonçait lentement dans sa poitrine. Ce n'était plus un simple refus d'aide. C'était du chantage. Utiliser l'état de Colette pour la faire plier. Alors c'est ce que tu es capable de me faire, murmura Amélie. Antoine détourna le regard. En sortant de la salle de conférence, elle croisa le regard de Laurent. Amélie n'eut pas besoin de parler. Il avait compris. Ne restez pas seul, lui dit-il à voix basse. S'il vous force à signer quoi que ce soit, appelez-moi. Après le travail, Amélie retourna à leur petit appartement de Belleville pour prendre quelques vêtements pour Colette. Elle y trouva M. Albert en train de réparer une serrure cassée. « Ah, ma petite, tu tombes bien. Une femme est passée vous chercher tout à l'heure. »« Qui donc ?»« Je ne la connais pas. Une femme d'un certain âge. Elle a dit qu'elle était une ancienne employée de maison chez les Delaroche. Elle s'appelle Jeannette. » Amélie se figea. « Jeannette ? Oui. Elle a laissé ce petit papier. » M. Albert lui tendit une note froissée. Il y était écrit « Si vous êtes la fille de Colette, il faut que je vous parle avant qu'il ne soit trop tard. Jeannette Girard. » Amélie ne comprit pas tout de suite pourquoi une ancienne employée des Delaroche la chercherait. Elle rangea la note dans son sac, se disant qu'elle la contacterait au bon moment. Pour l'instant, l'état de sa mère était plus important. En arrivant à l'hôtel particulier ce soir-là, elle fut accueillie par un silence glacial. Mais dans la salle à manger se trouvaient Madame Élisabeth, Antoine, Vincent et Isabelle. Ils semblaient l'attendre. « Amélie, » appela Madame Élisabeth, « assieds-toi. Je reviens de l'hôpital. J'ai juste besoin de me changer et j'y retourne. » Isabelle eut un petit rire. « Incroyable, on dirait que tu vis là, bas maintenant. » Amélie l'ignora. « Tu n'y retourneras pas ce soir, » déclara Madame Élisabeth. Amélie se tourna vers elle. « Pardon? Ton mari est venu ici pour fonder une famille, pas pour devenir une extension de la chambre d'hôpital de ta mère. À partir de demain, tu dormiras ici. Si ta mère a besoin de quelqu'un pour la veiller, trouve un autre parent. Nous n'avons pas d'autre famille. »« Alors paie quelqu'un, » répondit froidement la vieille femme. « Je n'ai pas non plus assez d'argent pour ça. » Madame Élisabeth se leva. « C'est parce que tu dépenses tout pour une femme dont on ne devrait plus s'acharner à prolonger les souffrances. » Amélie se raidit. « C'est de ma mère que vous parlez. »« Et tu es ma femme, » intervint soudainement Antoine, la regardant mais répétant clairement le point de vue de sa mère. « Tu es ma femme, mais j'ai l'impression de n'être que le second après ta mère. » Amélie n'en croyait pas ses oreilles. « Antoine, ce n'est pas une compétition, mais c'est ce que tu en fais. » Antoine s'approcha, un verre de vin à la main. « Tu sais, Amélie, il y a des femmes qui ne savent pas être des épouses parce qu'elles sont trop attachées à leur ancienne vie. Si tu veux rester dans cette famille, apprends à te défaire de ta pauvreté. »« Ma mère n'est pas la pauvreté, » répondit Amélie la voix tremblante. « C'est grâce à elle si je suis ici. »« Exactement, » intervint Isabelle, un sourire narquois aux lèvres. « Et il semblerait qu'aujourd'hui encore,
elle soit la raison pour laquelle tu n'as pas ta place ici. À ce moment, Sabine, la cuisinière de la maison, entra avec une carafe d'eau. C'était une femme discrète, d'une 50aine d'années, le visage marqué par la fatigue mais avec des yeux bienveillants. En versant de l'eau dans le verre d'Amélie, elle toucha discrètement le bord de la table, comme pour lui transmettre de la force. Madame Élisabeth le remarqua. « Sabine, ne vous mêlez pas de ça. »« Je n'apporte que de l'eau, madame, » répondit-elle doucement. Mais en passant derrière Amélie, elle murmura presque. « Mangez un peu tout à l'heure, ma petite. Vous allez finir par vous effondrer. » Amélie la regarda. Dans un monde rempli de paroles blessantes, parfois, un simple geste de sollicitude peut empêcher une personne de se briser complètement. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Elle était assise au bord du lit, tandis qu'Antoine lui tournait le dos. Elle tenta de parler plusieurs fois, mais se demanda si cela avait encore un sens. « Antoine » appela-t-elle doucement. Il ne se retourna pas. « Je suis fatiguée, Amélie. »« Moi aussi, » dit-elle en silence. « Mais nous sommes mariés, » ajouta-t-elle. « Quand je suis fatiguée, tu devrais être mon repos, pas un fardeau supplémentaire. » Antoine se tourna lentement. Dans l'obscurité de la chambre, Amélie ne pouvait pas dire s'il était en colère ou s'il avait honte. « Tu ne comprends pas la pression que je subis, » dit-il. « L'entreprise, maman, les attentes. »« Et moi ?» le coupa Amélie. « As-tu pensé à la pression que je subis ? Ma mère est à l'hôpital. Chaque minute, je me demande si j'aurai de quoi payer. Et ici, je dois supporter vos humiliations. On ne t'humilie pas. » Amélie eut un rire amer. « Vraiment ? Entends-tu ta mère quand elle me parle ? Vois-tu comment Isabelle me regarde ? Sais-tu ce que contiennent les papiers que vous voulez me faire signer ?» Le visage d'Antoine se durcit soudainement. « Alors c'est ça. Laurent t'a parlé. Je n'ai pas besoin de Laurent pour savoir que ce qui est mal est mal. » Antoine se leva. « Méfie-toi de lui. Ce n'est pas un allié. Il en veut à notre famille depuis longtemps. Peut-être parce qu'il voit des choses que vous ne voulez pas que les autres voient. » Antoine se leva et s'approcha de la fenêtre. « Amélie, je te facilite les choses. Signe, et nous aiderons ta mère. Je ne vendrai pas mon nom pour les médicaments de maman. » Antoine se retourna, le regard lourd. « Dans ce cas, n'espère pas que je puisse toujours te sauver. » Là, Amélie se tut complètement. Car pour la première fois, elle entendit la vérité, claire et nette. Antoine ne la sauverait pas. Il ne la défendrait pas. Il ne la ferait pas passer en premier. Et être que le jour où il devrait choisir entre ce qui est juste et sa famille, c'est elle que son mari pousserait dans le vide. Le lendemain, elle retourna secrètement à l'hôpital avant d'aller travailler. Elle trouva Colette réveillée, regardant par la fenêtre. « Maman » appela-t-elle tendrement. « Ma chérie » répondit faiblement Colette. « Pourquoi as-tu les yeux si lourds ?» Amélie s'assit à côté d'elle. « Ce n'est rien. Je n'ai juste pas bien dormi. » Colette lui caressa la joue. « Ma fille, est-ce qu'ils t'ont fait du mal ?» Amélie secoua la tête, mais ne put retenir ses larmes. « Ma chérie, » murmura sa mère, « si une maison t'oblige à souffrir pour être considérée comme une famille, alors ce n'est pas un foyer, c'est une prison. » Amélie pencha la tête sur la main de sa mère. « Maman, je ne sais pas comment partir, je ne sais pas comment te sauver. » Colette prit une profonde inspiration, visiblement difficile, mais elle s'efforça de parler. « Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. L'important, c'est que tu ne les laisses pas effacer ton nom. » En quittant la chambre, Amélie fut interceptée par l'infirmière Chloé dans le couloir. « Madame Amélie, » dit-elle. « Quelqu'un a appelé tout à l'heure. On vous cherchait. » Une certaine Jeannette Girard. Le cœur d'Amélie s'accéléra de nouveau. « A-t-elle dit quelque chose ?» Chloé hocha la tête. « Elle a dit que c'était à propos de votre mère et des de la Roche. Et que, si possible, vous ne deviez pas en parler à votre mari. » Amélie resta figée sur place. À cet instant, les petites choses qu'elle avait ignorées auparavant commencèrent à sembler. La colère étrange de Madame Élisabeth à l'évocation du nom de Colette. La manière dont Antoine évitait de parler des anciennes affaires de la famille. Les papiers qu'on la forçait à signer. Et l'avertissement de sa mère qu'une vérité viendrait au bon moment. Lorsqu'elle arriva au siège du groupe de la Roche ce jour-là, elle n'était plus la même Amélie qui suppliait. Elle était toujours silencieuse, toujours calme. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à durcir.
Elle n'était pas encore prête pour la guerre, mais elle était prête à observer. Sur son bureau, le dossier des documents qu'il voulait lui faire signer était de nouveau là. Mais au lieu de le rendre, elle prit son téléphone et, discrètement, photographia chaque page, chaque date, chaque nom de fournisseur et chaque signature qu'elle ne reconnaissait pas. De l'autre côté du bureau, Laurent la vit faire. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête légèrement, en signe de compréhension. À l'extérieur du bâtiment, Amélie ne savait pas que la voiture d'Olivier Durand, le chauffeur de la famille, était garée non loin. À l'intérieur se trouvaient Antoine et Isabelle, se disputant à voix basse. Olivier entendit involontairement le nom d'Amélie, l'hôpital et le mot signature. En tant que chauffeur, il avait l'habitude d'être invisible, mais ce soir-là, il réalisa qu'il y avait des secrets qui ne devraient plus le rester. Pendant ce temps, à l'hôtel particulier, Sabine nettoyait la salle à manger quand elle entendit Madame Elisabeth et Vincent dans la bibliothèque. « Il faut que cette fille signe avant que la situation n'empire, » disait Vincent. « Et si elle refuse ?» demanda Madame Elisabeth. « Utilisons sa mère. Aucun enfant ne refuse de s'agenouiller quand la vie de son parent est en jeu. » Sabine laissa tomber le chiffon qu'elle tenait. Elle le ramassa aussitôt, les mains tremblantes. Elle servait lait de la roche depuis longtemps. Elle avait beaucoup entendu et enduré, mais jamais elle n'avait ressenti un tel poids sur sa conscience. Ce soir-là, alors qu'Amélie était dans le bus pour retourner à l'hôpital, tenant son téléphone rempli de photos de documents qui pourraient la mettre en danger, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Fille de Colette, ne faites pas confiance aux de la Roche. Votre mère n'était pas une simple couturière dans leur vie. Retrouvons-nous demain, Jeannette. » Amélie fixa le message. Dehors, les lumières de la ville défilaient, floues sous la pluie. Pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas seulement de la peur qu'elle ressentait. Il y avait de la colère. Pas une colère impulsive qui crierait puis disparaîtrait. Mais une colère silencieuse, lourde et capable d'attendre. Car elle commençait à sentir que la souffrance de sa mère, le mépris de Madame Elisabeth, le silence d'Antoine et les documents qu'on la forçait à signer n'étaient pas des problèmes isolés. Il y avait un secret enfoui dans le passé. Et s'il lui fallait le déterrer pour sauver sa mère et elle-même, elle le ferait, même si la première chose à se briser était la famille qu'elle avait cru être son foyer. Alors que le bus roulait sur les routes mouillées de Paris, Amélie ne pouvait détacher son regard du message de Jeannette Girard. « Votre mère n'était pas une simple couturière dans leur vie. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme une cloche qui refusait de s'arrêter. Pendant des années, tout ce qu'Amélie savait de sa mère était qu'elle était une femme simple, une couturière qui avait lutté contre la pauvreté, élevé sa fille seule et choisi le silence même après avoir été trahie par son mari. Mais pourquoi une ancienne employée des de la Roche la recherchait-elle soudainement? Pourquoi Colette semblait-elle avoir un lien avec la famille de l'homme qu'elle avait épousé? Et pourquoi Madame Elisabeth nourrissait-elle une telle haine envers sa mère? Quand Amélie descendit du bus devant l'hôpital, l'air était froid et la pluie drue. Elle tenait son sac contenant les photos des documents qu'on la forçait à signer, et, dans l'autre main, son téléphone qui semblait brûlant à cause du message de Jeannette. Elle voulait retrouver cette femme immédiatement, mais sa peur pour l'état de Colette était plus forte. Ces derniers jours, la respiration de sa mère était devenue de plus en plus faible. Elle ne pouvait pas s'éloigner trop longtemps. En entrant dans le service, elle vit l'infirmière Chloé debout devant la chambre de Colette, l'air soucieux. Elle tenait un dossier et semblait hésiter sur la manière d'annoncer la nouvelle. « Madame Amélie » appela-t-elle doucement. Amélie serra la sangle de son sac. « Qu'y a-t-il » ? « C'est maman. Sa saturation en oxygène a chuté soudainement tout à l'heure. Nous avons appelé le docteur Fournier. » Amélie sentit ses genoux flageoler. Elle se précipita dans la chambre et vit Colette allongée, plus pâle que jamais. Elle portait un masque à oxygène et sa poitrine se soulevait avec difficulté à chaque respiration. Amélie s'approcha et prit la main de sa mère. « Maman, je suis là, je suis arrivée. » Les doigts de Colette bougèrent à peine, mais elle n'ouvrit pas les yeux. Quelques instants plus tard, le docteur Fournier entra, le visage grave et les gestes rapides. Il examina Colette, donna des ordres à l'infirmière, et après quelques minutes, il rejoignit Amélie à l'extérieur de la chambre. « Madame de la Roche, nous devons la transférer en soins intensifs. Son état cardiaque s'aggrave. Il est possible que nous devions la mettre sous assistance respiratoire si sa respiration ne se stabilise pas. »« Une machine ?» demanda Amélie, presque dans un souffle.
Oui, une assistance vitale si nécessaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, mais le temps est critique. Amélie s'appuya contre le mur. Assistance vitale. Un terme qu'elle n'entendait que dans d'autres familles. D'autres histoires. Pour d'autres gens qui pleuraient dans les couloirs. Maintenant, c'était elle. Docteur, faites ce qui est nécessaire, dit-elle, la voix tremblante. N'importe quoi pour sauver maman. Le docteur Fournier hocha tristement la tête. Nous ferons tout notre possible, mais vous devez vous préparer au coup et au processus. Les coups. Ce mot revenait encore, comme une pierre qu'on lui jetait sans cesse sur la poitrine. Toute la nuit, Amélie ne quitta pas le couloir des soins intensifs. L'infirmière Chloé venait de temps en temps lui apporter de l'eau. Monsieur Albert arriva également, ses pantoufles et son pantalon trempés, accourut de Belleville dès qu'il avait appris la nouvelle. « Ma petite, » dit le vieil homme en s'asseyant à côté d'elle, « tu n'es pas seule. » Amélie le regarda. C'est seulement à ce moment-là que ses larmes coulèrent. « Monsieur Albert, je suis si fatigué. »« Je sais, » répondit-il, « mais tu n'es pas du genre à abandonner. » Vers 2 heures du matin, le docteur Fournier sortit et annonça ce qu'Amélie redoutait. Ils avaient dû placer Colette sous assistance vitale. Le médecin n'avait pas perdu tout espoir, mais cela signifiait des médicaments plus chers, des tests supplémentaires et un séjour plus long en soins intensifs. Le lendemain, le jour où elle devait rencontrer Jeannette, Amélie ne put s'y rendre. Elle envoya un SMS au numéro qui s'était présenté comme étant celui de Jeannette pour s'excuser. La réponse fut brève. « Je comprends. Mais soyez prudente. Quand ils sauront ce que votre mère sait encore, ils vous mettront encore plus la pression. » Amélie se figea à ces mots. Ce que votre mère sait encore. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement de documents. Colette savait quelque chose. Sa mère détenait une vérité, même affaiblie. Elle n'eut pas le temps de bien comprendre que Antoine arriva à l'hôpital. Il portait un polo de marque coûteux, toujours impeccable, comme s'il n'avait pas passé une nuit d'angoisse. Il était suivi de Madame Élisabeth, vêtue de blanc avec son collier de perles, et de Vincent Leclerc, tenant son porte-document en cuir. Isabelle n'était pas là, mais dès qu'Amélie vit le visage de sa belle-mère, elle sut qu'il n'était pas venu pour compatir. « Où est le médecin ?» demanda immédiatement Madame Élisabeth. Amélie fronça les sourcils. « Pourquoi ? Nous devons connaître la véritable condition de votre mère pour prendre la bonne décision. » Amélie se leva. « Je suis sa fille. C'est moi qui parlerai au médecin. Tu es peu, être sa fille, mais tu es aussi la femme de mon fils. Et chacune de tes dépenses, chacun de tes scandales, chacune de tes dettes, entache notre nom. » Antoine s'approcha d'Amélie et lui prit le bras. « Amélie, calme-toi. » Amélie retira son bras brusquement. « Ne me touche pas si tu es ici pour me forcer la main. » Antoine et Vincent échangèrent un regard. Puis Vincent posa le porte-document sur une table de la salle d'attente. « Amélie, » dit-il d'un ton faussement doux, « il y a un moyen de mettre fin à ce problème. Nous couvrirons les frais d'hôpital, mais vous devez coopérer avec la documentation de l'entreprise. Je vous l'ai déjà dit, je ne signerai pas des documents que je n'ai pas établis. Vous ne comprenez pas les conséquences. Si vous ne réglez pas ces papiers, c'est vous qui aurez des ennuis. » Amélie eut un sourire amer. « C'est vous qui me piégez, et c'est moi qui aurai des ennuis. » Le regard de Madame Élisabeth se durcit. « Cesse de te comporter comme la victime. Depuis que tu es entrée dans la vie de mon fils, tu n'as apporté que des problèmes. Hôpital, dettes, larmes, honte. Combien de temps devrons-nous payer pour une vie que nous n'avons pas choisie? Je ne vous demande aucune pitié. Tout ce que je demande, c'est que vous n'utilisiez pas l'état de ma mère pour me faire peur. » Madame Élisabeth eut un petit rire. Froid, tranchant, sans la moindre compassion. « Te faire peur ?» répéta-t-elle. « Amélie, la vérité, c'est que c'est toi qui as peur. Tu as peur d'accepter que la vie de ta mère a une fin. » Les mains d'Amélie tremblaient. Monsieur Albert se leva, prêt à intervenir, mais l'infirmière Chloé lui fit signe d'attendre. De l'unité de soins intensifs, on entendait le faible bip des machines. Chaque son était un rappel que Colette était encore en vie, qu'elle se battait encore. Mais dehors, il y avait des gens qui semblaient attendre sa disparition. Le docteur Fournier arriva, surpris de voir autant de monde dans le couloir. « Docteur !» l'interpella Madame Élisabeth. « Soyez franc avec nous. Y a-t-il encore un espoir pour cette femme ?» Le médecin se figea. « Je suis désolé, madame, mais les informations médicales de la patiente ne sont communiquées qu'à la famille immédiate.
Je suis la belle-mère de son gendre, répondit fièrement madame Élisabeth. Je suis sa fille, coupa Amélie. C'est moi qui parlerai au médecin. Le docteur Fournier hocha la tête. L'état de madame Dubois reste critique, mais son corps montre des signes de lutte. Nous ne pouvons pas prédire l'issue finale pour le moment. Mais il serait également faux de dire qu'il n'y a plus d'espoir. Une petite lueur s'alluma dans le cœur d'Amélie, mais elle fut immédiatement éteinte par la voix de madame Élisabeth. Ridicule, dit-elle. Combien de jours de plus? Combien de centaines de milliers d'euros de plus? Combien de millions de plus faudra-t-il dépenser avant que vous n'admettiez que vous ne faites que prolonger ses souffrances? Était une hoste. Maman, la reprit faiblement Antoine, mais ce ne fut pas suffisant pour l'arrêter. Madame Élisabeth se tourna vers Amélie, le visage empreint d'une irritation telle que Colette n'était plus une personne, mais un simple obstacle à leur plan. « Débranche ta mère !» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans tout le couloir. « Accepte-le. Elle ne redeviendra jamais comme avant. Tant qu'elle est branchée à cette machine, tu ne fais que t'enfoncer, toi et mon fils. » Tout le monde se figea. L'infirmière Chloé porta la main à sa bouche. Monsieur Albert écarquilla les yeux de colère. Le docteur Fournier fit un pas en avant, voulant clairement mettre fin à cette intrusion. Mais Amélie, elle, ne bougea pas tout de suite. C'était comme si on l'avait vidée de son sang. Et au milieu de tout cela, elle vit Antoine. Il se tenait à côté de Vincent. Pas en larmes, pas en colère, pas même choqué. Il y avait même un léger sourire au coin de ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie face à la souffrance de Colette, mais un sourire de celui qui voit une opportunité. Un sourire qui disait « Maintenant tu vas être obligé de céder ». C'est là que la dernière parcelle de confiance qu'Amélie avait en son mari se brisa. « Tu souris », dit-elle doucement. Le sourire d'Antoine disparut instantanément. « Amélie, ce n'est pas. Tu souris pendant qu'on me hurle de tuer ma propre mère. » « Ce n'est pas ce que ça voulait dire, » se défendit-il. Amélie s'approcha, tremblante mais le regard glacial. « Qu'est-ce que ça voulait dire, Antoine? Que si je craque, je signerai? Que si maman meurt, l'obstacle disparaîtra pour vous? » Antoine ne sut quoi répondre. Soudain, la porte de l'unité de soins intensifs s'ouvrit. L'infirmière Chloé en sortit, visiblement pressée. « Madame Amélie, » dit-elle, « votre mère est réveillée un instant. Elle vous demande. » Sans un regard pour les Delaroche, Amélie entra dans l'unité, enfilant une blouse de protection et un masque. Ses genoux tremblaient. À l'intérieur, Colette était allongée, couverte de tubes et de fils, mais ses yeux étaient mi-clos. La lumière était faible, l'air froid, et chaque son de machine semblait être un compte à rebours du temps qui leur était encore accordé. Amélie s'approcha du lit. « Maman, » murmura-t-elle en tremblant. « Je suis là. » Les yeux de Colette bougèrent. Elle semblait avoir beaucoup de mal à fixer son regard sur sa fille. Derrière Amélie se tenaient l'infirmière Chloé et le docteur Fournier, tous deux silencieux. De l'autre côté de la paroi vitrée, on pouvait encore distinguer les silhouettes d'Antoine, de madame Élisabeth et de Vincent qui observaient. Lentement, les lèvres de Colette bougèrent. Amélie se pencha davantage. « Maman, qu'y a-t-il » La voix de sa mère était à peine audible. C'était comme un souffle sortant d'une poitrine qui luttait. « Ouvre » murmura Colette. Amélie fondit en larmes. « Quoi, maman » Colette s'efforça de parler à nouveau. 3 mots. Faibles, hachés, mais suffisants pour être entendus par ceux qui se trouvaient dans la pièce. « Ouvre. Là, vieille. Armoire. » Amélie se figea. De l'autre côté de la vitre, madame Élisabeth devint soudainement pâle. L'infirmière Chloé le vit très bien. Le docteur Fournier le vit aussi. Même Antoine regarda immédiatement sa mère, comme si un secret venait de jaillir du sol. « L'armoire, » murmura Amélie. « Quelle armoire, maman ?» Mais les yeux de Colette se refermèrent. Elle n'était pas partie, mais ses forces l'avaient abandonnée. La machine continua son travail. La respiration continua. Le combat continua. Amélie sortit lentement de l'unité de soins intensifs. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par madame Élisabeth qui tentait de retrouver son air autoritaire. « Qu'a-t-elle dit » demanda-t-elle. Amélie ne répondit pas. « Qu'est-ce que ta mère a dit » demanda la vieille femme plus fermement. C'est là qu'Amélie fut certaine que ces 3 mots étaient importants. « Ça ne vous regarde pas » répondit-elle froidement. C'était la première fois qu'elle ne baissait pas la tête devant madame Élisabeth.
Amélie sortit rapidement du couloir des soins intensifs, suivie par Monsieur Albert et l'infirmière Chloé. « Madame Amélie, » dit Chloé. « J'ai vu le visage de votre belle-mère quand votre mère a mentionné l'armoire. »« Moi aussi, » ajouta Monsieur Albert. « Ma petite, il cache quelque chose. » Amélie prit une profonde inspiration. « Il faut que je rentre chez nous. »« Maintenant ?» demanda Chloé. « Oui, avant qu'ils n'arrivent les premiers. » Elle n'hésita plus. Elle appela Sabine à l'hôtel particulier, utilisant le numéro que celle-ci lui avait donné secrètement. « Ma petite, » répondit doucement Sabine. « Madame Sabine. Pardon de vous déranger. J'ai besoin de savoir si Madame Elisabeth quitte l'hôpital. S'il vous plaît, envoyez-moi un message si vous entendez quelque chose. » Il y eut un moment de silence. Puis Sabine répondit. « J'ai entendu le nom de votre mère dans la bibliothèque hier. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais j'ai peur pour vous. Faites attention. » Amélie monta dans un taxi avec Monsieur Albert. Pendant le trajet, elle tenta d'appeler Jeannette, mais sans réponse. Son anxiété grandit. En arrivant à Belleville, elle courut presque jusqu'à leur petit appartement. Elle savait de quelle armoire parlait Colette. La vieille armoire de sa chambre. En bois de noyer, lourde, avec un miroir fissuré sur le côté. Amélie la connaissait depuis son enfance, et elle était toujours fermée à clé. Quand elle posait des questions, Colette disait simplement « Ce ne sont que de vieux souvenirs, ma chérie. Ce n'est pas encore le moment de l'ouvrir. » Maintenant, le moment était venu. À l'intérieur de l'appartement, Amélie chercha la clé dans la boîte à couture de sa mère. Elle y était, enroulée dans un mouchoir délavé. Ses mains tremblaient en insérant la clé dans la serrure. Monsieur Albert se tenait à la porte, sur ses gardes. Il fallut quelques secondes avant que la lourde porte ne s'ouvre. Une odeur de vieux papier, de bois et de temps passé les accueillit. Sous de vieux tissus et des robes démodées, il y avait une boîte en métal rouillé. Un petit papier était collé dessus. Pour Amélie, quand je n'aurai plus la force de parler. Amélie s'assit par terre. Lentement, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait de vieilles photographies, des contrats, un livret de banque, des reçus de dépôt importants et des lettres signées par M. Charles Delaroche. Sur la première photo, elle vit une Colette plus jeune, debout devant une petite boutique de couture. À côté d'elle se tenait un homme qui ressemblait à Antoine, M. Charles. Au dos de la photo, il était écrit « Pour le premier investissement et la première confiance. » Merci Colette, Charles. Amélie parcourut rapidement les contrats. Elle ne put tout lire immédiatement, mais quelques mots sautèrent à ses yeux. Apport en capital, part sociale, Delaroche confection et négoce, Colette Dubois. Mon Dieu, murmura-t-elle. Monsieur Albert s'approcha. Qu'est-ce que c'est, ma petite? Amélie ne put répondre tout de suite. Elle lut une autre lettre. Monsieur Charles y demandait pardon à Colette de ne pas avoir pu la protéger contre Elisabeth et promettait de lui restituer ses parts dès que tout serait légalisé. Mais cela ne semblait jamais s'être produit. Au fond de la boîte, il y avait un petit carnet manuscrit de Colette. Il y figurait des dates, des montants versés, des noms de témoins, et une phrase qui coupa le souffle d'Amélie. « S'il m'arrive quelque chose, trouvez Jeannette Girard. » Elle a vu Elisabeth signer la fausse renonciation. Amélie porta la main à sa bouche. C'est pour ça que Madame Elisabeth était si furieuse. C'est pour ça qu'elle avait peur de l'armoire. Il ne s'agissait pas d'une vieille rancune. La fortune, l'entreprise, le nom dont ils étaient si fiers. Une partie avait été bâtie sur les sacrifices et l'argent volé à Colette. À ce moment, le téléphone d'Amélie sonna. C'était un SMS de Laurent. « Amélie. Urgent. Quelqu'un modifie tes dossiers dans le système. On dirait qu'on essaie d'ajouter plus de transactions à ton nom. Sauvegarde toutes les preuves que tu as. » Presque simultanément, un autre SMS arriva, de Sabine cette fois. « Madame Elisabeth a quitté l'hôpital. Elle est furieuse. Je l'ai entendu dire à maître Leclerc. Allez chez Colette avant nous s'il le faut. » Amélie regarda M. Albert. « Ma petite, » dit le vieil homme, « nous devons partir d'ici. » Amélie ne perdit pas une seconde. Elle prit la boîte entière, la glissa dans un grand sac en toile avec les documents, les photos et le carnet. Au même moment, on frappa violemment à la porte d'entrée. « Amélie !» C'était la voix de Vincent. « Ouvrez. Il faut qu'on parle. » Amélie se figea. Monsieur Albert jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il est avec deux autres hommes. Amélie réfléchit rapidement.
Derrière la maison, une ruelle étroite menait à la boutique de Madame Pâquerette, une voisine que Colette connaissait depuis longtemps. C'est par là qu'ils s'échappèrent avec la boîte, tandis que les coups continuaient de résonner à l'avant. Une fois dans l'autre ruelle, Amélie était à bout de souffle, mais ce n'était plus la peur qui dominait. La peur était toujours là, oui, mais mêlée de clarté. Elle appela Laurent. « Monsieur Bernard, j'ai besoin de vous. »« Où est-ce? Je détiens des preuves concernant ma mère et les Delaroche. Et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent me piéger. » Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. « Va au bureau d'un de mes amis. C'est un avocat à la retraite, Luc Renaud. Ne retourne pas à l'hôtel particulier pour le moment. Mais ma mère. Le médecin et l'infirmière veilleront sur elle. Mais s'ils mettent la main sur ce que tu as, même elle perdra toute chance de se battre. » Amélie ferma les yeux. La décision était lourde. Elle voulait retourner immédiatement à l'hôpital pour veiller sur sa mère. Mais elle savait que les 3 mots murmurés par Colette n'étaient pas anodins. C'était le premier pas pour les libérer toutes les deux. Alors que le taxi les emmenait en lieu sûr, Amélie serra la boîte sur ses genoux. À l'intérieur se trouvait le passé de sa mère, le mensonge des Delaroche, et la clé pour recouvrer leur nom si longtemps bafoué. Pour la première fois depuis que Madame Elisabeth lui avait hurlé dessus à l'hôpital, elle ne se sentit plus comme la femme à genoux. Elle était maintenant la femme qui détenait la vérité. Et cette vérité était la première fissure dans le manoir que les Delaroche croyaient indestructible. Amélie serrait la boîte en métal sur ses genoux, alors que le taxi s'éloignait des ruelles de Belleville. Derrière eux, la vieille maison qui avait été son refuge et celui de Colette étaient sur le point d'être envahis par les hommes de Vincent. Elle ne savait pas combien de temps il leur faudrait pour forcer la porte, ni s'ils trouveraient d'autres papiers dans l'armoire. Mais l'essentiel était là, entre ses mains, le véritable contenu du passé. Les contrats, les photographies, les lettres de Monsieur Charles, le livret de banque, le carnet de Colette, et les notes sur la fausse renonciation qu'aurait signée Madame Elisabeth pour effacer les droits de sa mère. À ses côtés, Monsieur Albert restait silencieux, regardant par la fenêtre pour voir si une voiture les suivait. Malgré son âge, il conservait l'acuité d'un ancien agent de sécurité habitué à veiller sur le danger. « Ma petite, ne les laisse pas te prendre ça. »« Non, » répondit-elle presque dans un souffle. « Mais j'ai peur, monsieur Albert. Bien sûr que tu as peur. Tu es humaine. Mais ça ne veut pas dire que tu vas abandonner. » Amélie ferma les yeux. Dans son esprit, elle revoyait le visage de sa mère en soins intensifs, les tubes, sa voix faible prononçant les 3 mots qui avaient tout changé. Ouvre, la, vieille, armoire. Elle les entendait encore. Ce n'était plus la simple demande d'une mère mourante. C'était le dernier sursaut de force de Colette pour lui transmettre une vérité trop longtemps enterrée. Ils se rendirent directement au petit cabinet de maître Luc Renaud, dans un vieil immeuble du quartier latin. Le lieu n'était pas luxueux. Un ventilateur électrique fatigué, des étagères croulant sous des dossiers épais et une odeur de café qui infusait depuis longtemps. Pourtant, dès le premier regard échangé avec le vieil avocat, Amélie ressentit un étrange sentiment de sécurité. Maître Renaud avait les cheveux blancs, le dos légèrement voûté par l'âge, mais son regard était vif et sa voix ferme. « Amélie Dubois » demanda-t-il. « Oui, maître. Je suis Luc, un ami de Laurent. Et s'il m'a bien résumé la situation au téléphone, ce n'est pas une simple querelle de famille que vous m'apportez. » Amélie posa la boîte en métal sur le bureau. Lorsqu'elle l'ouvrit, maître Renaud examina les papiers un par un. À chaque page qu'il lisait, son visage devenait plus grave. Amélie ne disait rien, sentant que si elle faisait le moindre bruit, la force qu'elle s'efforçait de conserver pourrait s'évanouir. Après près d'1 heure d'examen, maître Renaud retira lentement ses lunettes. « Savez-vous ce que vous avez entre les mains » demanda-t-il. « La vérité sur ma mère, je crois. »« Plus que ça, » répondit l'avocat. « Il y a des indications ici que votre mère a été une partenaire capitalistique dans la première entreprise des Delaroche. Si ces documents sont authentiques et que nous pouvons prouver la falsification de la renonciation, elle pourrait avoir droit à des dédommagements, des dommages et intérêts, et possiblement une part des actifs qui ont fructifié depuis son investissement initial. » Amélie s'assit. « Vous voulez dire qu'ils ont volé ma mère ? Je n'utiliserai pas ce mot tant que nous n'aurons pas tout prouvé, dit prudemment maître Renaud. Mais il semble qu'il y ait eu une escroquerie de grande envergure, et qu'elle ait été dissimulée depuis longtemps. « Madame Elisabeth, » murmura Amélie. « Elle a pâli quand ma mère a mentionné l'armoire. Alors elle sait ce qu'elle contient.
À cet instant, le téléphone d'Amélie sonna. C'était Antoine. Les appels se succédaient, mais elle ne répondit pas. Puis un SMS arriva. « Où es-tu ? Rentre à la maison. N'aggrave pas les choses. » Suivi d'un autre. « Si tu as pris quelque chose dans l'appartement de ta mère, rends-le. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Les doigts d'Amélie étaient glacés, mais elle ne pleura plus. Elle montra les messages à maître Renaud. « C'est une bonne chose, » dit l'avocat. Elle fut surprise. « Une bonne chose ? Oui. Ça veut dire qu'ils ont peur. Et quand l'adversaire a peur, c'est qu'il a une raison. » À partir de ce jour, une nouvelle vie commença pour Amélie. Elle ne fut pas soudainement plus facile. Elle ne gagna pas tout de suite. La peur ne disparut pas non plus. En fait, les menaces se multiplièrent. Quelqu'un l'appela au milieu de la nuit pour lui dire de ne pas rêver de pouvoir affronter les Delaroche. Quelqu'un laissa une enveloppe devant l'ancien appartement, contenant une photo d'elle sortant de l'hôpital. Des rumeurs se répandirent parmi ses anciens collègues, disant qu'elle était une voleuse, une profiteuse, une femme qui n'avait épousé Antoine que pour sa fortune. Mais Amélie avait changé. Elle ne baissait plus la tête face aux calomnies. Avec l'aide de Laurent, elle commença à rassembler les preuves des transactions frauduleuses qu'on tentait de mettre à son nom. Laurent lui fournit une copie des journaux d'Audi, montrant qu'un autre compte avait utilisé ses identifiants pendant qu'elle était à l'hôpital. Il ne savait pas encore comment l'accès avait été obtenu, mais il était clair que quelqu'un avait tenté de la piéger. « Vous ne devriez pas retourner au bureau seul, » lui dit Laurent lors d'une rencontre dans un petit café près du cabinet de maître Renaud. « Et mon travail ? » demanda Amélie. « Pour l'instant, votre protection est plus importante que votre poste. Je connais quelqu'un qui peut vous aider, Hélène Marchand. Elle dirige son propre cabinet d'Audi. Elle est exigeante, mais elle sait reconnaître les gens compétents. Je ne sais pas si j'ai la force de tout recommencer. » Laurent la regarda. « Amélie, vous recommencez déjà tout, chaque jour. Vous ne vous en rendez juste pas compte. » Quelques semaines passèrent. Tandis que Colette restait faible à l'hôpital, mais se stabilisait peu à peu, Amélie démissionna du groupe Delaroche. Elle ne le fit pas sur un coup de tête. Avant de partir, elle prit conseil auprès de son avocat, fit accepter sa démission dans les règles et soumit une déclaration réfutant tout document qu'elle n'avait pas personnellement examiné ou signé en sa présence. Quand Antoine l'apprit, il se précipita à l'hôpital. Il trouva Amélie devant la chambre de Colette, parlant des médicaments avec l'infirmière Chloé. Elle ne portait plus les bijoux coûteux offerts par les Delaroche. Sa bague de mariage n'était plus à son doigt. Elle était dans son sac, attendant le bon moment pour être rendue. « Amélie !» l'appela Antoine d'un ton dur. Elle se retourna, mais sa réaction n'était plus la même. Autrefois, en entendant la voix d'Antoine, une partie d'elle espérait de la tendresse, une explication, des remords. Aujourd'hui, elle était simplement calme. Ce n'est pas le lieu pour faire une scène. Démission. Déclaration légale. C'est quoi tout ça, Amélie? Tu veux me détruire? Tu n'es pas le centre du monde, Antoine. Il eut un sourire amer. C'est comme ça que tu parles maintenant. C'est comme ça que parle quelqu'un qui a appris à ne plus se laisser manipuler. Il s'approcha. Si tu crois que tu peux te battre contre maman, tu te trompes. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Tu as raison, répondit Amélie. Je ne les connaissais pas vraiment avant. Mais maintenant, je commence à les connaître, et ce que je vois ne me plaît pas. Antoine la dévisagea. Rentre à la maison. Discutons-en calmement. Calmement? Elle prit une profonde inspiration. Quand j'avais besoin d'un mari, tu m'as posé des conditions. Quand j'avais besoin d'un allié, tu m'as poussé à signer. Quand ta mère m'a hurlé de débrancher ma propre mère, tu as souri. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Non, coupa Amélie. C'est toi qui n'as pas compris que pendant que tu protégeais ta fierté, vous étiez en train de détruire mon humanité. Antoine resta sans voix. Pour la première fois, c'est lui qui se retrouvait dans le couloir, sans aucun contrôle sur la situation. Pendant ce temps, Amélie continuait de chercher Jeannette Girard. Celle-ci avait changé de numéro plusieurs fois par peur. Finalement, elles se rencontrèrent dans une petite chapelle à Montmartre. Amélie vit une femme mince aux cheveux blancs, les mains tremblantes, tenant une vieille enveloppe. « Vous ressemblez à Colette quand elle était jeune », furent les premiers mots de Jeannette. Les yeux d'Amélie s'emplirent instantanément de larmes. « Que savez-vous » Jeannette s'assit sur un banc. « J'ai travaillé chez les Delaroche quand ils débutaient. Ils n'étaient pas encore si riches. Le père d'Antoine,
Monsieur Charles, était un homme bon, mais faible face à Élisabeth. Votre mère, Colette, n'était pas qu'une simple couturière. C'est elle qui a fourni un capital important pour lancer leur première affaire de confection. Ils avaient un accord. Elle était partenaire. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? Parce qu'on lui a fait croire que tout s'arrangerait. Et parce que quand elle s'est battue, on l'a menacée. Une fausse renonciation est apparue, disant qu'elle abandonnait tous ses droits. Mais ce n'est pas Colette qui l'a signée. C'est Madame Élisabeth. Jeannette regarda l'hôtel avant de continuer. Je l'ai vue. Et pendant qu'elle signait, elle a dit « Il n'y a pas de place pour les pauvres dans le nom que je construis ». Amélie serra son sac plus fort. Jeannette lui tendit l'enveloppe. J'ai une copie d'une photo de ce jour-là. Elle est floue, mais on y voit Élisabeth et Vincent dans le bureau de Charles. Vincent était jeune à l'époque, mais il savait. J'ai gardé ça parce que j'avais peur. Pardonnez-moi, ma petite. J'aurais dû sortir ça bien plus tôt. Amélie ne blâma pas la vieille femme. Elle voyait sur son visage 30 ans de peur. Merci, dit-elle. Il n'est pas trop tard. Au même moment, une nouvelle porte s'ouvrit dans la vie d'Amélie. Hélène Marchand l'accepta chez Marchand Co., Audit Conseil en tant que consultante en jury-comptabilité pour un projet. Dès son premier jour, Hélène fut directe. « J'ai entendu parler de vous, » dit la femme d'affaires. « Et j'ai aussi entendu les calomnies. Les rumeurs ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous pouvez travailler proprement. »« Je le peux, » répondit Amélie. « Bien. Ici, pas de Delaroche. Pas de belle-mère. Pas de mari. Le travail. L'épreuve. L'intégrité. Si vous pouvez faire ça, vous avez votre place ici. » C'est là qu'Amélie commença à reconquérir son propre nom. Dans ce nouveau bureau, on ne la voyait pas comme la pauvre fille qui avait épousé un riche. On la voyait comme une femme qui savait lire les chiffres, trouver les failles dans les documents et parler quand quelque chose n'allait pas. La vie restait difficile. Elle rentrait toujours à l'hôpital chaque soir. Parfois, elle dormait sur une chaise dans la salle d'attente. Parfois, son dîner se résumait à des nouilles instantanées. Mais le poids était différent. Ce n'était plus le poids de l'esclavage. C'était le poids du combat. Quelques mois plus tard, Colette put enfin quitter les soins intensifs et fut transférée dans une chambre d'une œuvre de charité privée, grâce à l'aide de certains assistants hospitaliers, au soutien de M. Albert et à une aide d'une fondation recommandée par le docteur Fournier. Elle était encore faible, avait besoin de thérapie, de médicaments et d'une surveillance stricte. Mais elle était vivante. Elle pouvait parler un peu. Et chaque fois qu'elle voyait Amélie avec ses dossiers, il y avait de la tristesse et de l'espoir dans ses yeux. « Ma chérie, » dit Colette un jour alors qu'Amélie lui donnait ses médicaments. « Pardonne-moi, j'aurais dû te le dire plus tôt. » Amélie secoua la tête. « Maman, tu ne faisais que me protéger. Je pensais qu'en me taisant, les problèmes finiraient. Mais parfois, le silence devient aussi une prison. » Amélie prit la main de sa mère. « Nous ne nous tairons plus maintenant. » Alors qu'Amélie devenait plus forte, les Delaroche paniquaient de plus en plus. Vincent envoya une lettre de mise en demeure, affirmant que tous les documents récupérés par Amélie appartenaient au groupe Delaroche. Isabelle tenta de la salir sur les réseaux sociaux, publiant des allusions sur les femmes qui utilisent la maladie de leurs parents pour extorquer de l'argent. Mais Amélie ne répondit pas au bruit. Au lieu de cela, Maître Renaud lui conseilla de continuer à amasser des preuves et de ne pas réagir de manière émotionnelle. Le tribunal, disait Maître Renaud, n'est pas convaincu par les cris, mais par les preuves. Le jour arriva où Olivier Durand, le chauffeur, apporta une aide précieuse. Il rencontra secrètement Amélie sur le parking d'une église. Il avait une petite clé USB. « Madame Amélie, » dit-il, visiblement nerveux. « Je n'ai pas l'habitude de me mêler des affaires des autres. Je ne suis qu'un chauffeur. Mais j'ai entendu des choses. Il y a aussi les enregistrements de la dashcam de la voiture de Monsieur Antoine et Madame Isabelle. Leur conversation sur votre signature et l'hôpital. « Pourquoi me donnez-vous ça ?» demanda Amélie. Olivier baissa la tête. « J'ai aussi une mère. Elle est morte sans que personne ne se batte pour elle. Quand j'ai entendu ce qu'il disait sur Madame Colette, je n'ai pas pu le supporter. » Amélie ne put retenir ses larmes. « Merci. » Sabine, la cuisinière, fournit également une déclaration écrite. Elle y décrivait ce qu'elle avait entendu dans la bibliothèque sur le plan de Madame Élisabeth et Vincent d'utiliser l'état de Colette pour faire plier Amélie.
L'infirmière Chloé accepta de témoigner sur la manière dont Amélie avait été pressurisée et humiliée dans le couloir de l'hôpital, alors que sa mère était dans un état critique. Le docteur Fournier fournit un certificat médical, attestant que Colette avait une chance de s'en sortir au moment où on voulait la débrancher. Toutes ces petites voix devinrent peu à peu un mur solide derrière Amélie. Et le jour vint où elle dut de nouveau faire face à l'hôtel particulier des Delaroche. Elle n'y alla pas pour se battre. Elle y alla avec maître Renaud pour délivrer la notification officielle de leur réclamation légale et pour récupérer quelques affaires personnelles. Dès le portail, Amélie sentit le froid de ce qui avait été une maison et était devenu une prison. Le lustre, le marbre, les grandes portes, tout cela avait perdu son éclat à ses yeux. Elle voyait maintenant la pourriture sous le vernis. Dans le salon attendaient Madame Élisabeth, Antoine, Vincent et Isabelle. Ils formaient une sorte de tribunal de famille, mais on pouvait lire l'anxiété dans leurs yeux. « Quelle audace de revenir ici !» lança Madame Élisabeth. Amélie posa calmement une enveloppe sur la table. « Je ne suis pas revenue pour demander la permission. Je suis revenue pour donner ceci. » Vincent prit le document et le lut rapidement. Il pâlit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Antoine. « Une notification légale » répondit maître Renaud. « Ma cliente dépose une plainte pour fraude, falsification et appropriation illicite des droits de Colette Dubois dans l'entreprise originelle des Delaroche. » Madame Élisabeth se leva. « C'est un mensonge !» Amélie la regarda droit dans les yeux. « Si c'est un mensonge, pourquoi avez-vous eu si peur quand maman a mentionné l'armoire ?» Un silence de mort s'installa dans le salon. Cette fois, ce n'était plus Amélie qui tremblait. C'était Madame Élisabeth. Antoine s'approcha d'Amélie, la voix plus basse. « Amélie, ne fais pas ça. On peut encore arranger les choses. Nous sommes mari et femme. » C'est alors qu'Amélie sortit la bague de son sac et la posa sur la table. Elle ne la jeta pas. Elle ne fit pas de drame. Elle la posa simplement, calmement, comme on dépose un dernier fardeau. « Nous ne sommes plus mari et femme dans mon cœur, Antoine, » dit-elle. « Parce qu'un mari ne sourit pas pendant qu'on détruit sa femme. Amélie, je ne suis pas revenue pour entendre tes explications. Je suis revenue pour vous dire que je n'ai plus peur. » Amélie regarda Madame Élisabeth, Vincent et Isabelle. « Vous avez utilisé la maladie de ma mère. Vous avez utilisé ma pauvreté. Vous avez utilisé mon amour pour la famille. Mais c'est fini. À partir de maintenant, c'est à la loi que vous parlerez. » Elle sortit de l'hôtel particulier sans se retourner. À chaque pas, elle se débarrassait des années d'humiliation, de peur et d'espoir placés dans la mauvaise personne. Dehors, M. Albert attendait dans la vieille voiture de maître Renaud. Il se leva en la voyant. « Ça va, ma petite ?» demanda le vieil homme. Pour la première fois depuis très longtemps, Amélie sourit sans se forcer. « Oui, » répondit-elle. « C'est seulement maintenant que je commence à aller bien. » En partant, Amélie vit dans le rétroviseur l'hôtel particulier des Delaroche rapetissé. Autrefois, elle pensait que c'était le symbole du succès, de la sécurité, d'une vie sans peur. Maintenant, elle connaissait la vérité. Le vrai foyer n'est pas celui avec les plus hauts murs. Le vrai foyer est celui où l'on n'a pas besoin de renoncer à soi-même pour y rester. Et ce soir-là, en route pour l'hôpital pour dire à Colette que le combat avait commencé, Amélie savait que la route serait encore longue. Il y aurait le tribunal, les calomnies, la maladie de sa mère. Il y aurait des gens puissants prêts à se battre jusqu'au bout. Mais elle n'était plus la même Amélie. Elle n'était plus la femme qui attendait que son mari la sauve. Elle était la femme qui allait se sauver elle-même, sauver sa mère, et sauver leur nom que des gens qui croyaient que tout s'achète avaient tenté d'effacer. Alors que la voiture de maître Luc Renaud s'éloignait de l'hôtel particulier des Delaroche, Amélie restait silencieuse sur la banquette arrière. Par la fenêtre, la grande demeure qui, un temps, lui avait semblé être un foyer, rapetissait. Pendant des mois, elle avait enduré le froid de ses murs, les paroles tranchantes de Madame Élisabeth, le silence d'Antoine, et le sentiment de devoir se faire toute petite pour avoir une place dans un monde qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Aujourd'hui, avec son sac rempli de copies de preuves sur les genoux, elle n'était plus la même Amélie qui tremblait à chaque appel d'Antoine. Elle n'était plus la femme qui suppliait à table. Elle n'était plus l'épouse qui espérait qu'un jour, l'homme qui n'avait jamais su prendre position la choisirait. En arrivant à l'hôpital, elle se dirigea directement vers la chambre de Colette. Elle n'était plus en soins intensifs, mais avait été transférée dans une chambre plus calme d'une œuvre de charité. Toujours faible, mais son regard était clair.
Au chevet du lit, l'infirmière Chloé préparait les médicaments, tandis que M. Albert était assis sur une chaise en plastique, tenant un vieux journal qu'il ne lisait manifestement pas. En voyant sa fille, Colette remarqua immédiatement une lueur différente sur son visage. « Ma chérie » appela-t-elle faiblement. « Tu les as vus » Amélie s'assit près du lit et prit la main de sa mère. « Oui, maman. Ils t'ont fait du mal » Elle secoua la tête. « Pas comme avant. » Le visage de Colette s'adoucit. « Qu'est-ce que tu veux dire » Amélie sourit, les larmes aux yeux. « Ça veut dire que je ne suis pas retournée là, bas pour supplier. Je suis revenue pour leur dire que nous allons nous battre. » Colette ferma les yeux. Une larme, sans doute retenue depuis longtemps, coula sur le côté de son visage. « J'ai attendu si longtemps pour t'entendre dire ça, ma chérie. Non pas parce que je veux leur faire du mal, mais parce que je veux te voir à un point où ils ne peuvent plus t'écraser. » Amélie serra doucement sa mère dans ses bras, faisant attention à sa fragilité. « C'en est fini de notre silence, maman. Mais la décision de se battre n'était que le début. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Avec l'aide de maître Renaud, ils engagèrent des poursuites pour falsification, fraude, coercition et une action civile pour les droits de Colette sur la première entreprise des Delaroche. La plainte incluait les vieux contrats, les lettres de M. Charles, le livret de banque, le carnet de Colette, la photo de Jeannette Girard, le témoignage de Sabine, les enregistrements de la dashcam d'Olivier, les journaux d'audit obtenus par Laurent et le certificat médical du docteur Fournier. La nouvelle éclata rapidement dans les cercles d'affaires. Ce ne fut pas immédiatement un scandale télévisé. Mais pour ceux qui suivaient le groupe de La Roche depuis longtemps, c'était suffisant pour que les investisseurs, les fournisseurs et les anciens partenaires commencent à poser des questions. La famille, longtemps cachée derrière une image impeccable, fut peu à peu forcée de faire face à des questions auxquelles l'arrogance ne pouvait répondre. Bien sûr, Madame Élisabeth ne se laissa pas faire. Lors de la première audience préliminaire, elle arriva vêtue d'un tailleur noir, toujours avec son collier de perles, la tête haute. Elle était accompagnée de Vincent, l'avocat de la famille, et d'Antoine, qui avait visiblement mal dormi. Isabelle était également là, non pas en soutien, mais comme quelqu'un qui commençait à craindre jusqu'où elle pourrait être impliquée. Quand Madame Élisabeth vit Colette en fauteuil roulant à côté d'Amélie, elle se figea un instant. Peu. Être ne s'attendait-elle pas à ce que la femme qu'elle avait un jour qualifiée de fardeau arrive jusqu'à ce jour. Mais elle dissimula rapidement sa surprise derrière un sourire glacial. « Colette, » dit-elle. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » Colette la regarda. Son corps était faible, mais sa voix était claire. « Longtemps, en effet, Élisabeth. Mais la vérité, c'est que tu as longtemps essayé de me faire disparaître. » Amélie serra plus fort la poignée du fauteuil roulant de sa mère. Vincent intervint. « Nous nous opposons aux déclarations émotionnelles. Il s'agit d'une affaire juridique. » Maître Renaud haussa un sourcil. « C'est bien une affaire juridique, Maître Leclerc. C'est pourquoi il est surprenant que vous soyez nerveux face à l'émotion d'une vieille femme, si la conscience de votre cliente est si nette. » Vincent se tut, mais son regard était assassin. Au cours des audiences suivantes, les pièces du puzzle se mirent en place. Jeannette Girard fut la première à témoigner. Malgré ses mains tremblantes, elle raconta clairement comment elle avait vu Madame Élisabeth et un jeune Vincent dans le bureau de M. Charles, le jour où la fausse renonciation avait été rédigée. « Ce n'est pas Madame Colette qui a signé, » dit Jeannette en regardant le juge. « J'ai vu Madame Élisabeth donner l'ordre de le faire, et Maître Leclerc, bien que jeune, était là. Ils ont déchiré une ancienne copie et l'ont remplacée par une nouvelle. »« Pourquoi n'avez-vous parlé que maintenant ?» demanda l'avocat des Delaroche. Jeannette baissa la tête. « J'avais peur. Je ne suis qu'une femme de ménage. Mais j'ai porté cette conscience toute ma vie. Quand j'ai appris qu'il la laissait presque mourir dans la misère, je n'ai plus pu le supporter. Ensuite, ce fut le tour de Laurent. Il présenta les journaux d'audit, les transactions suspectes et la tentative d'utiliser le compte d'Amélie pendant son absence. Il était calme, sans drame excessif. Mais chaque donnée qu'il présentait était comme un clou dans le cercueil du mensonge des Delaroche. Selon les archives du système, un accès a été effectué avec les identifiants de Madame Amélie Delaroche à un moment où elle était documentée comme étant à l'hôpital. Nous avons les enregistrements de vidéosurveillance et les registres hospitaliers pour le prouver. Cela est lié aux transactions actuellement sous enquête. Antoine regarda Vincent. Sur son visage, la peur commençait à transparaître.
une peur que l'arrogance ne pouvait plus cacher. Sabine témoigna également. Au début, sa voix était à peine audible, mais quand elle vit Amélie de l'autre côté de la salle, celle-ci lui fit un signe de tête encourageant. C'est là qu'elle trouva la force. J'ai entendu Madame Élisabeth et Maître Vincent dans la bibliothèque. Ils parlaient d'utiliser l'état de Madame Colette pour faire signer Madame Amélie. Ils ont dit qu'aucun enfant ne refuserait de s'agenouiller quand la vie de son parent est en jeu. Des murmures parcoururent la salle. L'infirmière Chloé témoigna de ce qui s'était passé à l'hôpital, comment Amélie avait été humiliée alors que Colette était dans un état critique, et comment elle avait personnellement entendu Madame Élisabeth crier de débrancher sa mère. Cela fut suivi par l'explication médicale du docteur Fournier, qui affirma que l'état de Colette n'était pas désespéré à ce moment-là. La patiente avait une chance de se battre, déclara clairement le médecin. La pression pour la retirer de l'assistance vitale n'était pas un jugement médical. C'était une pression extérieure. À ce stade, Madame Élisabeth ne pouvait plus cacher sa colère. Mais le camp adverse s'effondra encore plus lorsque Isabelle elle-même décida de parler aux enquêteurs. Craignant d'être entraînée dans la fraude et la dissimulation, elle fournit plusieurs messages d'Antoine et de Vincent concernant leur projet d'utiliser Amélie comme bouc émissaire pour les irrégularités financières de l'entreprise. À l'extérieur du tribunal, Antoine l'intercepta. « Isabelle, pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il avec colère. Isabelle eut un rire amer. « Parce que je ne suis pas aussi stupide que toi, Antoine. Je m'aime plus que l'image de ta famille. Et moi. Isabelle secoua la tête. Tu m'as utilisé pendant que tu étais mariée à Amélie. Tu m'as aussi utilisé pour fuir ta propre faiblesse. Ne me demande pas aujourd'hui pourquoi je quitte un navire qui coule. À partir de là, la chute des de la Roche s'accéléra. Des poursuites pénales furent recommandées contre Vincent pour falsification et manipulation financière. Antoine fut impliqué dans la fraude et la coercition, surtout lorsqu'il fut prouvé qu'il était au courant de la tentative de forcer Amélie à signer les faux documents. Madame Élisabeth, quant à elle, fit face à des plaintes civiles et pénales, liées à la vieille fausse renonciation et aux menaces. L'affaire ne se termina pas rapidement. Elle dura près de 2 ans. Pendant cette période, la vie d'Amélie et de Colette ne fut pas facile. Il y avait des jours où la maladie de sa mère revenait, des nuits où Amélie se réveillait, craignant de nouvelles calomnies. Il y eut un moment où Amélie faillit perdre son emploi car certains clients de Marchand, Co., craignaient d'être associés au scandale des de la Roche. Mais Hélène Marchand tint bon. « Amélie, » lui dit-elle un jour au bureau, « on ne devrait pas travailler pour des gens qui ne peuvent pas défendre la vérité. Si un client part parce que tu te bats contre l'injustice, laisse-le partir. » Grâce à cela, Amélie devint plus forte. De consultante sur projet, elle devint enquêtrice jury-comptable à temps plein. Elle apprit à utiliser la douleur du passé non pas pour devenir amère, mais pour être plus affûtée, plus prudente et plus humaine. Pendant ce temps, Colette se rétablit suffisamment pour marcher avec une canne. Elle n'était plus aussi forte qu'avant, mais chaque jour elle choisissait de vivre. Dans le petit appartement où elles avaient déménagé, elle avait une petite table où elle se remit à coudre. Non plus pour s'épuiser, mais pour le plaisir. Parfois elle cousait les rideaux des voisins. D'autres fois, des vêtements pour des enfants qui n'avaient pas les moyens d'acheter un nouvel uniforme. « Tu n'es pas fatiguée, maman ?» lui demanda Amélie un après-midi. Colette sourit en lissant une couture. « Si, je suis fatiguée. Mais c'est une fatigue différente quand on n'est plus esclave du besoin. Maintenant, je choisis simplement d'aider. » Le jour du verdict de l'action civile arriva. La justice n'était pas parfaite, mais la décision était claire. Le tribunal reconnut les preuves de la contribution financière de Colette à la première entreprise des de la Roche et les sérieuses indications de fraude dans la renonciation utilisée contre elle. Le camp des de la Roche fut condamné à payer une somme importante en règlements et en dommages et intérêts, tandis que les poursuites pénales contre Vincent et les autres impliqués se poursuivaient séparément. À l'extérieur du tribunal, Amélie ne manifesta pas sa joie bruyamment. Elle ne sauta pas en l'air. Elle ne célébra pas comme une victoire à un concours. Elle serra simplement sa mère très fort dans ses bras. « Maman, » murmura-t-elle, « on nous a enfin entendus. » Colette pleura sur son épaule. « Ce n'est pas l'argent que je pleure, ma chérie. J'ai cru si longtemps qu'on m'avait effacée. Aujourd'hui, c'est comme si on m'avait rendu mon nom. » Même si Colette n'avait pas récupéré tout ce qu'elle avait perdu, elle avait retrouvé le plus important. La vérité qui avait été cachée et la dignité qu'on avait tenté de lui voler. Avec l'argent reçu, Amélie n'acheta pas de manoir.
Elle ne se noya pas non plus dans le luxe. Elle régla d'abord les soins médicaux de Colette. Ensuite, elles achetèrent une petite maison dans une ville tranquille de la campagne normande, avec un jardin, un cerisier et une pièce inondée de lumière le matin. C'est là que Colette dormit paisiblement pour la première fois depuis des années. Mais la mission d'Amélie ne s'arrêta pas là. Avec Hélène, Chloé, Monsieur Albert, Laurent et Maître Renaud, elle créa la Fondation Le Fil de Soie. Une petite organisation pour les femmes victimes d'abus, réduites au silence, forcées de signer des documents qu'elles ne comprennent pas ou contraintes de choisir entre leur famille et leur dignité. Ce n'était pas une grande fondation au début. Juste un petit bureau, quelques chaises, un vieil ordinateur et un mur où il était écrit « Demander de l'aide n'est pas une faiblesse ». L'infirmière Chloé aidait pour les orientations médicales. Maître Renaud, bien que retraité, donnait des consultations juridiques gratuites une fois par semaine. Laurent enseignait aux femmes comment lire des documents financiers de base pour ne pas se faire avoir. Monsieur Albert devint une sorte de gardien et de figure paternelle du lieu, toujours avec un café chaud et un parapluie quand il pleuvait. Un jour, une jeune mère arriva à la fondation. Elle avait un bleu sur le bras et tenait son bébé. Elle tremblait en s'asseyant en face d'Amélie. « Madame, » dit la femme, « on m'a dit que je n'avais aucune chance parce que je n'ai pas d'argent. » Amélie resta silencieuse un instant. Elle se revit dans cette femme. L'ancienne Amélie, assise dans le couloir de l'hôpital, sans allié, tenant un reçu de pharmacie, le cœur brisé. Elle prit la main de la femme. « Vous avez une chance, » dit Amélie. « Nous commencerons par la vérité, et après ça, nous ne vous laisserons pas seuls. » Pendant ce temps, les Delaroche ne retrouvèrent jamais leur gloire passée. Vincent fut emprisonné après avoir été reconnu coupable de falsification et de montage financier. Antoine fut démis de ses fonctions dans l'entreprise et dut faire face à des poursuites et à la perte de confiance des investisseurs. De nombreux biens furent vendus pour payer les obligations légales et les dettes. Isabelle quitta le pays après avoir négocié avec les enquêteurs, emportant avec elle sa propre honte et sa leçon. Quant à Madame Élisabeth, autrefois toute puissante dans son manoir, elle se retrouva dans une maison plus petite, avec seulement quelques domestiques et un nom qui n'inspirait plus la crainte. Amélie apprit par Sabine que la vieille femme était tombée malade après l'issue du procès. Amélie ne se réjouit pas de cette nouvelle. Elle n'alla pas non plus la voir pour l'insulter. Elle avait appris que la vraie libération n'avait pas besoin de vengeance. Un après-midi, Antoine se présenta à la fondation. Il était mince, simplement vêtu, loin de l'homme puissant d'autrefois. Il se tenait sur le seuil, n'osant pas entrer. « Amélie » appela-t-il. Amélie se retourna. Il n'y avait plus de haine dans son cœur. Plus d'amour non plus. Juste de la paix. « Que veux-tu, Antoine » Il baissa la tête. « Je voulais juste te demander pardon. » Elle resta silencieuse. « Je sais qu'il est trop tard. Je sais que ce n'est pas assez. Mais chaque jour, je porte le poids de ce que je t'ai fait. Mon sourire à l'hôpital. Je ne peux pas oublier ton visage. »« Tu ne devrais pas l'oublier, » dit Amélie. « Non pas pour te torturer, mais pour que tu ne le refasses plus à quelqu'un d'autre. Y a-t-il un espoir que tu me pardonnes ?» Amélie regarda à l'intérieur du bureau, les femmes qui attendaient une consultation, les enfants qui jouaient dans un coin, la photo de Colette souriante sur le mur, tenant un morceau de tissu. « Je t'ai pardonné, Antoine, » dit-elle. « Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose à reconstruire. Mon pardon est pour ma propre paix, pas pour ouvrir la porte qui a failli me tuer. » Antoine hocha la tête, en larmes. Pour la première fois, il n'eut rien à répondre. Il partit en silence, portant un fardeau que lui seul pouvait porter. Quelques années plus tard, Amélie Dubois devint une enquêtrice financière et une militante respectée. Elle ne devint pas riche, mais elle devint entière. Dans chaque cas qu'elle aidait, elle se souvenait de sa mère, de l'armoire et des 3 mots qui avaient ouvert la porte de la vérité. Dans la dernière scène de l'histoire, elles sont dans leur maison en Normandie. C'est l'après-midi, une lumière dorée entre par la fenêtre. Colette est assise dans un rocking-chair, une couverture sur les genoux, tandis qu'Amélie range la vieille armoire qu'elles ont fait venir de Belleville. Elle n'a plus l'air d'un coffre à secret. Elle a été nettoyée, polie et transformée en une vitrine pour les photos, les lettres de remerciement des femmes aidées et quelques vieilles bobines de fil de Colette. « Tu sais, ma chérie, » dit Colette en regardant l'armoire, « je pensais qu'elle contenait une malédiction, c'est pour ça que je ne pouvais pas l'ouvrir.
mais tu as prouvé que même le plus douloureux des souvenirs peut devenir la clé de la liberté. Eisendort. Amélie sourit. Si tu n'avais pas dit ces 3 mots, maman, j'aurais être encore peur aujourd'hui. Colette prit une profonde inspiration, le visage serein. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est toi qui nous as sauvés. Amélie s'approcha et s'agenouilla près de sa mère, comme quand elle était enfant. Mais cet agenouillement était différent. Ce n'était pas un signe de défaite. C'était un signe d'amour. Colette caressa les cheveux de sa fille. « Tu n'as pas hérité de ma fortune, ma chérie, » dit-elle doucement. « Tu as hérité de mon courage. » Les larmes d'Amélie coulèrent. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait beaucoup souffert, beaucoup perdu, mais qui, à la fin, s'était retrouvé. Dehors, le vent soufflait dans les feuilles du cerisier. On entendait les rires des enfants des voisins, l'odeur du pain frais de la cuisine, et à l'intérieur de la petite maison, pas aussi grande qu'un manoir mais remplie de paix, le long combat de la mère et de la fille prit fin. Le monde ne leur avait être pas rendu toutes les années perdues à cause de la maladie et de l'oppression. Mais il avait rendu à Colette son nom, et à Amélie, son être tout entier. Et c'est ainsi que se termine leur histoire. Pas parfaite, pas sans cicatrice, mais claire, complète et libre.